Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos où on va voir les anecdotes qu'on a pu rencontrer dans l'investissement immo avec Franck. Donc on est dans la vraie vie, on va vous partager nos expériences et les erreurs qu'on a pu faire. Salut Franck. Salut Chris, ça va? Ouais, et toi? Ouais, ça roule. Donc est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui a fait que tu t'es lancé dans l'immo, les erreurs que tu as pu faire, les problèmes que tu as pu rencontrer et qu'on échange un peu là-dessus? Ouais, bien sûr. Écoute, moi je suis rentré dans ce milieu-là vraiment tout à fait par hasard. Je suis photographe événementiel. Je commence par tout ce qui est privé, c'est-à-dire les mariages, les choses comme ça. Et un jour, on me contacte pour faire les photos d'un séminaire. Et pour moi, séminaire, c'est séminaire d'entreprise, des choses comme ça. Il se trouve que sur cette demande de prestation photo pour les photos de ce séminaire-là, c'était Cédric Anissette. Et c'était son deuxième séminaire, mais vraiment ouvert au grand public. Donc il y avait à peu près 250 ou 350 personnes, il me semble. Je pensais vraiment que c'était un séminaire d'entreprise où ça allait parler chiffres, résultats de l'entreprise, des choses comme ça. Et en fin de compte, quand je m'aperçois que au final, ce sont des gens qui viennent pour apprendre sur l'investissement immobilier, la liberté financière, etc. Et que Cédric Anissette arrive sur scène en exposant tout ce milieu-là sur l'entrepreneuriat et l'investissement, je m'en rends pas compte en fait sur le moment. Je me dis c'est bizarre ce truc. Ouais. Là j'ai vraiment pensé que c'était le gourou qui venait et qui parlait. Voilà, exactement. Mais comme c'était sur 2 jours, au fur et à mesure de l'avancée du séminaire, je commence à comprendre que c'est de l'investissement. Et que y a d'autres choses qui peuvent se créer. Et en fait, je suis rentré dans ce milieu comme ça. Et par la suite, je suis devenu le photographe de Cédric, etc. Comme c'était le précurseur un peu là-dedans dans les séminaires immobiliers, indépendance financière, tout ça, toutes les autres personnes qui ont commencé aussi à organiser des séminaires m'appelaient aussi pour faire les photos de leur event. Donc du coup, je suis rentré un peu dans ce milieu-là par le biais de la photo. Au bout d'un moment, je te cache pas que quand tu vois les entrepreneurs à succès qui sont sur scène, qui expliquent leur parcours en disant j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Déjà, tu poses quelques questions, mais après, quand tu discutes avec les gens qui sont dans le public et que tu vois que ces gens-là aussi ont investi, tu te dis, attends, pourquoi pas moi en fait? Ouais, c'est clair. Ouais, en fait, c'est ça qui t'a mis un peu la puce à l'oreille, Voilà. qui a fait que tu as Exactement. Alors, ça n'a pas été évident au départ parce qu'il a fallu convaincre aussi les personnes qui m'entourent dans ma vie privée. Ouais. Et les gens me disaient tous mais non, mais c'est de l'arnaque, non, ça craint, faut pas faire ce genre de choses et tout, etc. Et forcément, moi, je me suis laissé convaincre de ça. Mais au bout d'un moment, à force de faire des séminaires, des choses comme ça, je me suis dit, allez, non, j'y vais. Et peu importe, on verra le résultat. Et c'est comme ça que je suis rentré dans l'investissement. Et j'ai commencé par la colocation. La colocation. Ouais. En fait, c'est ça. Si vous écoutez toujours ce que vous disent les gens, vous n'allez jamais passer à l'action. Il faut écouter vos envies, ce que vous avez envie de faire et se lancer à fond, je pense. Quand vous êtes motivé pour faire quelque chose, il faut y aller à fond. Ouais. Et faut pas écouter ce que disent les gens. Sinon, c'est pareil. Moi, je vois sur le premier invest que j'ai fait, tout le monde me disait il y a trop de travail, le fais pas, tu vas pas y arriver, c'est trop gros. Et si j'avais écouté tous ces gens-là, j'aurais jamais commencé. Alors que j'ai décidé de me mettre à fond dedans, j'ai tapé dedans et aujourd'hui j'ai réussi à faire ce que je voulais. Donc il faut que ça soit un plaisir au début et que vous lâchiez pas votre objectif de vue et que vous avanciez comme ça. Sinon si vous passez votre temps à écouter les autres, malheureusement vous faites jamais rien. Et du coup, tu as acheté ton premier bien combien de temps après? Alors j'ai d'abord fait une formation. À l'heure actuelle, j'avais 3 biens, 3 colocations. Il n'y a pas de recette exacte. Ouais. Tu vois, il y a pas. Moi, j'ai commencé par une formation. Tu as des gens qui n'ont pas fait de formation, qui ont appris un petit peu sur le tas, etc. Donc, il n'y a pas de règle vraiment. Mais en tout cas, moi, ce dont j'avais besoin, c'était d'abord de me former de façon à prévenir tous les dangers qu'il peut y avoir. Parce que des erreurs, il y en aura. Formé ou pas formé, il y aura des erreurs quoi qu'il arrive. Mais par contre, forcément, nous, on a fait des erreurs. Si on n'avait pas fait la formation, on aurait perdu beaucoup plus d'argent, voire peut-être certainement des biens qui ne sont pas du tout rentables. D'ailleurs, ça fait partie des anecdotes que tu peux nous raconter. Tu m'as dit tout à l'heure que tu avais perdu des sous sur ton premier investissement. C'est quoi l'histoire? Exactement, sur le premier investissement. Alors, on a commencé à prospecter dans le Nord, parce qu'à l'époque, j'habitais dans le Nord. Et on voulait investir dans un bien pour faire de la colocation. Il se trouve que dans cet immeuble-là, la propriétaire vendait 2 immeubles. 2 biens. 2 appartements, c'était des T3, pardon. Les 2 au même prix. On s'est dit, tant qu'à faire, autant en acheter 2. Donc au final, on a fait notre premier investissement, on a fait 2 biens en simultané. Première erreur qu'on ait fait, c'est de faire cet investissement dans 2 banques séparées. Alors que pour des petites sommes comme ça, c'était 80 000 €, 80 mètres carrés.
Ouais, c'est pas des gros montants. C'est pas des grands montants, on aurait pu faire directement dans une seule banque. 2 T3 de 80 mètres carrés D'accord. qu'on transforme en T4 chacun. Ok. Et forcément, l'erreur est arrivée, c'est de faire confiance aux artisans. On appelle un artisan, il nous demande un acompte qu'on donne, évidemment. Trop d'ailleurs, on a donné un peu plus de 30%, Ok. 40% je crois d'acompte. D'accord. Sauf que il se met en faillite, insolvable. On a essayé de contacter des avocats, etc. Ils nous ont dit, vous pouvez faire, mais vous allez perdre, quoi qu'il arrive. Vous allez perdre du temps, de l'énergie et vous n'allez rien gagner. Ouais. Là, on a perdu 17 000 euros. On fait appel à un deuxième artisan, et là, on n'a pas appris de la première leçon. Et on donne de l'argent. Vas-y, c'est la banque, c'est bien. C'est ça. On redonne de l'argent parce que là, en plus, c'était par recommandation. D'accord. Donc, on a fait confiance. Sauf que cette personne-là, c'est un escroc professionnel. Et un truc incroyable, c'est qu'un jour, je partais pour une prestation pour aller sur un séminaire, j'étais sur la route, et je n'écoute jamais la radio, j'écoute que des podcasts ou des choses comme ça. J'écoute la radio et je tombe par hasard sur l'émission de Julien Courbet avec des escroqueries, etc. Et il s'avère que c'était ce mec-là qui était pris en grippe dans cette émission-là. Incroyable. Incroyable. Donc c'était vraiment son taf d'être escroc. Ah, plein temps. Exactement. Et du coup, au total, on a perdu entre 30 et 35 000 euros, il me semble. Et c'est là où je dis que si on ne s'était pas formé, si on n'avait pas fait optimiser tout cet investissement-là, on aurait perdu beaucoup plus d'argent. Donc au final, on était sur un coût qui était extraordinaire pour l'époque parce qu'on était à 14%. Tu m'avais dit que tu avais une super renta. Ah ouais, 14% net et on est tombé à 9% net à cause de ça. Bon, il reste de la renta. Ce que vous pouvez faire pour les acomptes, c'est quand l'artisan vous demande des acomptes, c'est par exemple si vous devez verser 20 ou 30% au début du chantier, je ne vous conseille pas de verser plus, c'est de verser 10% tout de suite et verser 20% par exemple le premier jour où ils viennent sur le chantier. Ça fait 30%, ça reste raisonnable, il ne faut pas verser plus, je pense, au début. Sinon, tu t'exposes effectivement à ce que la personne ne vienne jamais ou alors à ce que les travaux ne soient pas faits ou qu'il y ait une faillite. Donc faites attention à ça. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est regarder sur société.com ou Infogreffe. Vous pouvez avoir pas mal d'informations sur l'entreprise, notamment le gérant de la société, les statuts, voir s'il y a eu des changements dans les statuts, voir depuis combien de temps la société est ouverte, voir le chiffre d'affaires aussi que la société a fait, ça peut être un indice. Si vous faites des travaux pour 100 000 euros et que le gars il fait 50 000 euros de chiffre d'affaires, il y a un problème. C'est pareil, si vous lui donnez un gros chantier et que vous voyez qu'il n'a pas de salariés, ça peut être compliqué. Donc essayez de regarder ça. Mais effectivement, ça fait partie des erreurs qu'on peut faire. Ouais. Et si je peux donner un conseil quand on fait, tu sais, prends-lui confiance et tout, c'est un bon artisan et tout. Il faut vraiment tout vérifier derrière parce que même pour la décennale, on n'avait pas vérifié la décennale. Ça, c'est pas mal. Faut se fouetter parce qu'en plus, celle-là, elle est bonne. Et quand toute cette histoire est arrivée, on s'est dit, attends, mais on nous a recommandé un gars, on n'avait rien vérifié, et au final, on a regardé la décennale. La décennale, c'était une garantie qui était en Nouvelle-Zélande. Ouais, donc ça, c'est pareil, demandez toujours la décennale à l'artisan. Si vous lui demandez pas son assurance qui vous fait des travaux, qui a un problème, même s'il y a une malfaçon, après, vous allez faire comment ? Donc ça c'est un truc à vérifier, la décennale. Et là en Nouvelle-Zélande, c'est un peu... un peu borderline. C'est un peu light. Mais du coup, moi j'ai une question pour toi, justement par rapport avec les artisans et tout. Est-ce que ça peut se faire aussi de donner un premier acompte 10% tout de suite et aussi de rémunérer à la tâche aussi ? Est-ce que ça peut se faire ? En fait, ce que tu peux faire, c'est anticiper dans ton planning de chantier et dire voilà, quand tu auras fini ça, on sera à 20% de la somme. Quand tu auras fini ça, on sera à 40%. Et comme ça, en fait, ça te permet de valider les étapes de chantier avec l'artisan et de le payer en fonction des tâches qu'il a accomplies et de là où il en est sur le chantier. Et ça, c'est faisable. C'est comme ça qu'on fait dans le neuf. Quand tu fais une vente en état futur d'achèvement, donc tu achètes un bien dans le neuf, en fait, tu vas payer en fonction de l'avancée des travaux. D'accord. C'est ce qu'on disait aussi. Alors, la formation, c'est bien. Il faut, je pense, aujourd'hui se former. Enfin, vous avez les moyens de vérifier, que ce soit dans des livres, sur des vidéos YouTube. Alors après, il faut faire attention aux conneries qui sont dites. Que ça soit sur des formations. Vous allez avoir pas mal d'informations, comme tu disais, qui vont te permettre d'éviter de faire des erreurs. Mais des erreurs, vous en ferez quoi qu'il arrive. Il y a toujours des erreurs, on fait des erreurs. C'est ce que je te disais, moi, quand je me suis lancé. J'ai commencé l'immobilier, en fait, avec un collègue de la banque. Moi, je connaissais rien du tout à l'immobilier. J'ai vécu toute ma vie en location, enfin, ma jeune vie, jusqu'à 32 ans. C'est vrai que tu as l'air très vieux. Et je voyais un collègue, mais il n'arrêtait pas de faire des calculs. Toute la journée, calculer. C'est pas possible, il est expert comptable, il travaille pas à la banque. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu calcules pour il me dit, laisse tomber et tout, c'est des loyers, tu vas pas comprendre.
Et je le vois, il fait des calculs, il y a des semaines qui passent. Je lui dis, c'est pas possible, explique-moi ce que tu fais, je veux comprendre, c'est pas possible. Et du coup, il m'explique, bon, bah voilà, j'ai 3-4 appartements, j'ai des loyers qui rentrent, je calcule par rapport à mon crédit pour voir sur combien d'années je dois le mettre et tout. Trop bien ton truc et tout, explique-moi comment on fait pour investir. On est en 2015. Donc pas trop de vidéos, pas trop de formations, je connaissais rien à l'immobilier et il commence à m'expliquer et puis je lui montre 2-3 biens, je lui dis tiens ça m'a l'air pas mal et tout, il me dit vas-y laisse tomber, tu comprends rien, tu sais pas ce que c'est une bonne opération et tout. Et on n'habite pas trop loin. Et un jour il me dit bah tiens ça c'est une super opération, viens on va visiter ça, je te montre ce que c'est. Et on fait la visite et puis moi je dis ouais, c'est bien. Enfin, c'est quoi la bonne opération là? Et il me dit bah t'as 3 niveaux de 2,80 m plus des comptes que tu peux aménager. Je dis, ah ouais, là c'est un beau truc. Et c'est en Île-de-France. Le bien était à 345 000. Du coup, c'était pas trop cher. Les taux étaient aux alentours de 2% quand j'achète. Et je me positionne. Donc, je fais une offre au vendeur. C'était une succession. Donc, ils étaient 3, 2 sœurs et un frère. Et je fais une proposition à 300 000. Et là, du coup, proposition agressive, 45 000 de moins. Tout le monde se braque. Plus personne veut me parler. Ils font l'affaire avec quelqu'un d'autre. La personne n'a pas son crédit et je vois 3-4 mois après, enfin c'est même pas moi qui vois, c'est mon collègue qui voit le bien de nouveau en vente sur un site d'annonce. Il me dit regarde le bien il est ressorti. Alors là j'y vais direct, je leur dis écoutez je travaille à la banque, je vais avoir mon crédit, il n'y a pas de souci, je vous refais ma même proposition mais vous êtes sûr que j'ai le crédit. Ils me disent ok on signe. Donc 300 000, je fais une bonne opération. Nickel, j'ai mon financement super rapidement, je vais chez le notaire, on n'avait même pas signé le compromis que j'avais déjà présenté à la banque et tout, je savais que j'allais avoir mon financement, j'arrive chez le notaire pour signer le compromis parce qu'on passe en direct par les notaires, et là qu'est-ce qui se passe? Mon notaire, j'ai acheté 4 lots, il enlève les lots et il me fait acheter une maison seule, et moi je lui dis mais c'est quoi ça? Moi je veux acheter des lots parce que je savais que j'allais découper et revendre, donc, ou en tout cas je voulais me laisser la possibilité de le faire. Il me dit non mais aujourd'hui personne n'achète des lots, tout le monde achète une maison. Et je lui dis, je m'en fous, moi, de ce que les autres y font. Moi, je veux faire des lots. Donc, il me dit, bah, puisque c'est comme ça, on peut pas signer. Moi, j'ai rien préparé d'autre, on ne signe pas et tout. Donc là, les vendeuses se braquent et me disent, bah, si c'est comme ça, voilà, on ne vend plus et tout. Donc moi, je suis paniqué, je me dis, purée, c'est ma première affaire, mon pote, il me trouve le truc et tout, et j'arrive pas à signer. Je lui dis, mais je vais voir mon pote, je lui dis, mais comment je fais? Dis-moi ce que je dois faire et tout. Il me dit, bah, écoute, montre-leur que tu vas avoir ton crédit, donne-leur l'accord de prêt et puis ça va les rassurer, tu pourras signer. Donc du coup, je demande à la banque, il me faut un accord de principe, je leur donne, ils sont contents, on retourne chez le notaire, il me fait ma vente en lot, je suis content aussi. Et du coup, on arrive à la fin, j'ai mon crédit, etc. Et là, l'assainissement est pas aux normes et je reprends un billet de 10 000 €, je leur retrape un billet de 10 000 € par rapport à l'assainissement. Et du coup, voilà, tout se fait bien. Et je suis parti pour 3 ans de travaux, j'ai fait des travaux. Et comme je te disais, j'ai fait des erreurs. Comme toi, sur les travaux, moi, j'avais vécu toute ma vie en location. Je savais pas qu'il fallait déclarer ces travaux. Donc, je fais un escalier. Je me construis un bête d'escalier. En fait, comme j'avais 2 appartements, j'avais divisé en 2, mais il fallait que j'aille du premier étage au 2e étage. Ouais, pour et je voulais direct. Voilà. Ouais. Et je voulais pas passer par l'intérieur parce que ça me faisait perdre de la surface. Donc, j'ai dit, je vais le faire par l'extérieur. Et là, je te fais un escalier Tony Montana, on est dans Scarface. Le truc, il part de la maison, il va sur la rue. Tous les gens ils me regardent comme ça quand ils passent devant. Ils se disent, mais c'est quoi ce fou? Et moi, j'arrive, je finis mon escalier en béton. Je dis, c'est bon, magnifique, il est fini, j'ai pas eu de problème. Le lendemain, je reçois un courrier de la mairie, poursuite au pénal. Je dis, mais c'est quoi ce truc-là? Je vais à la mairie, je dis, c'est bon, je l'ai construit, c'est trop tard. Ils m'ont dit, non, mais monsieur, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous devez faire une demande préalable de travaux, vous devez avoir l'accord de la mairie, vous pouvez pas construire. Aucune démarche. Aucune démarche. J'ai fait ma vie tranquille. Et je me suis dit, maintenant, c'est construit, vous pouvez plus rien faire. Ils m'ont dit, non, mais vous êtes obligé de détruire, sinon on va vous poursuivre et tout. J'ai dit, purée, ça m'a coûté 5 000 balles. Ben, j'ai dû faire l'escalier, donc les matériaux, je l'ai fait avec mon oncle. Après, on a dû le détruire. Enfin, voilà. Après, parce qu'en plus, t'as tout fait toi-même. Ouais. Et avec un de mes oncles qui était du bâtiment et qui m'a aidé. Mais ouais, le temps perdu, l'énergie, l'argent. Ouais, donc, c'est clair que ça, avec une formation, bah, tu peux l'éviter. C'est des erreurs que tu peux éviter, mais ce que je dis, tu peux acheter autant de formations que tu veux. Ouais. Si tu fais pas, au bout d'un moment, bah, tu feras pas d'erreur et tu seras pas, enfin, t'avanceras pas, quoi. Ouais, bien sûr. Et en plus, le risque avec ça, c'est que si tu fais, si t'es pas du genre à passer à l'action et que admettons que tu le fais quand même et que tu vis une mauvaise expérience, bah, tu peux très vite te décourager et te dire bon, bah, l'investissement c'est pas pour moi, plus jamais, et voilà, quoi. Donc c'est dommage. C'est clair.
Mais après, je pense aussi il faut être déterminé dans la tête parce que ça demande du courage. Enfin, t'es pas obligé de faire tes travaux toi-même et aujourd'hui, je recommande pas de le faire et je le referai pas. Mais sur mes premiers invests, je les ai faits et c'est pas une bonne idée. Il faut être vraiment très fort mentalement. Enfin, moi, j'assimile beaucoup. Enfin, je compare plutôt beaucoup l'investissement immo, l'entrepreneuriat et le sport. Et si t'es pas fort dans la tête, si t'es pas fort mentalement, tu abandonnes. Moi, je vois quand je faisais mes travaux, parce que je te disais tout à l'heure, il y avait beaucoup de travaux à faire. Et à chaque fois que j'avais quelqu'un de ma famille qui venait, il me disait « Oh, il te reste beaucoup de travail encore. » Et tu sais, c'est pas volontaire, mais ça te décourage parce que tu te dis « Mince, toi, tu bosses tous les jours dans le truc, en plus de ton travail et tout. Le week-end, je voyais pas mes enfants, je voyais pas ma femme. Et là, à chaque fois que quelqu'un vient, on le dira, c'est bien, il me dit « Oh, il te reste beaucoup, hein. Moi, je sais pas comment tu vas faire. » Donc ça te met un coup au moral. Ouais. Et si t'es pas fort mentalement, t'abandonnes, quoi. Et comment t'as fait quand donc toi c'est tes premiers investissements, donc tu te heurtes à plein de soucis. Justement, psychologiquement, comment t'as fait pour ne pas te démoraliser? Est-ce que t'as eu des inspirations externes ou des choses qui t'ont fait dire non, faut que je tienne le coup, je vais aller jusqu'au bout et ça sera un bête de truc? Ouais, enfin la détermination, moi, elle est depuis tout petit. J'ai perdu mon papa à 18 ans. Toujours focus sur mes objectifs. J'essaye jamais de tricher. J'essaye pas de m'escroquer. Ouais. Si je me suis fixé un objectif, tu vois, même si je me dis aujourd'hui je vais faire 25 pompes, je fais mes 25 pompes, même s'il y a personne qui me regarde, je vais pas en faire 24. Je fais jamais ça. Et là, je m'étais fixé un objectif de finir cette maison et voilà, et de pouvoir en dégager un revenu, que ça soit en l'exploitant, en location ou à la revente. Et j'ai pas lâché. T'es quand même une personne déterminée de nature. Tout le monde souhaite être déterminé, mais il y a forcément des degrés différents et tu as des gens qui sont un peu moins déterminés ou que, peu importe, par la peur ou par des craintes ou quoi que ce soit, qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces gens-là pour justement de mener un projet de A à Z et de ne pas lâcher quoi qu'il arrive? Il faut compenser, en fait, t'as des degrés de détermination, effectivement, t'as des gens qui lâcheront jamais. Moi, je suis prêt à te mordre les mollets. Si je me suis fixé un objectif, je lâcherai pas. Mais si t'as pas ce degré de détermination, je pense qu'il faut compenser par l'intelligence et le pouvoir, la capacité de déléguer. Il faut t'entourer d'une bonne équipe. Et grâce à cette équipe, tu vas pouvoir franchir des paliers que tu peux pas le faire parce que t'as pas la détermination peut-être nécessaire. Alors, c'est pas une critique, hein, c'est juste que, il faut compenser le fait que, tu sais que tu vas avoir du mal à absorber les problèmes et à gérer les difficultés, faut le compenser en anticipant et du coup en ayant le moins possible sur ton parcours. Donc, te former, te constituer une équipe de qualité, avoir des professionnels autour de toi qui peuvent t'aider, c'est important. Sinon, investissement, entrepreneuriat, tu le sais, c'est dur. Donc, si tu fais pas ça, tu vas avoir beaucoup de mal à avancer. Ouais. Moi, ce que je me dis, c'est que l'investissement, c'est un jeu sympa. Mais c'est un jeu qui peut être aussi dangereux. Ce que je me dis, c'est que, parce que moi j'ai rencontré beaucoup de gens à travers les séminaires. Moi je fais des séminaires depuis 2014. Ouais. Je vois énormément de monde et je vois des gens qui sont passés à l'action et des gens qui ne sont pas passés à l'action durant toutes ces années. Et je les revois encore en séminaire, ils ont fait plein de formations, mais ils ne sont pas passés à l'action. Comme tu dis, t'as beau faire toutes les formations ou tous les séminaires que tu veux, si tu passes pas à l'action, tu passes pas à l'action. Et en fait, c'est pour ça que je te posais cette question-là sur le fait de comment être déterminé, parce que les gens ont des personnalités différentes, ils peuvent avoir peur d'une chose, peur de déléguer, ils sont pas déterminés, etc. En fait, toi, si je comprends bien ce que tu dis, c'est à un moment donné, il faut prendre du recul, analyser ses faiblesses, entre guillemets. Sa personnalité, ouais. Et du coup, trouver une solution à cette faiblesse-là. C'est exactement ça. T'as des gens, comme tu dis, en séminaire, tu vas les voir à tous les séminaires. Ils vont être présents à tous les séminaires. Et j'en vois aussi comme toi. Alors, tu es présent sur beaucoup plus de séminaires, mais ça m'arrive d'en faire. Et tu vois des gens, tu les revois 2-3 ans après, ils sont toujours pas passés à l'action. Alors qu'ils font tous les séminaires. Mais en fait, je pense qu'il y a des gens qui aiment le contact. Ils aiment juste se retrouver en groupe, parler d'immobilier. Mais le pas est trop grand. Ils ont peur de passer à l'action parce que ils savent qu'il y a des problématiques où ils recherchent toujours le mouton à 5 pattes. Ils vont chercher l'affaire en or, mais l'affaire en or, c'est à toi de te la créer. Et c'est ce que je dis aux gens. Plus tu vas chercher de la renta, plus tu vas chercher des investissements qui te rapportent du cash flow, des choses comme ça, plus tu vas avoir des ennuis, des emmerdes à gérer. Et si tu fais pas ça, si t'as pas d'ennuis, pour moi, t'as pas de renta. En fait, ta renta, elle est dans les ennuis que tu vas avoir, dans les problèmes que tu es prêt à gérer, dans les difficultés que tu vas rencontrer. Si t'as un truc lisse, tu vas aller chercher une renta à 6-7% comme tout le monde. Tu vois, il y a des gens qui investissent dans du neuf, ils ont 2-3% de renta. Moi, ça me paraît hallucinant. Je me dis, mais pourquoi tu investis? Ça, enfin, tout l'argent que tu vas mettre de ta poche et à la revente, t'es même pas sûr de le retrouver. Est-ce que ça vaut le coup d'investir dans l'immobilier? Parce que tu as quand même des ennuis à gérer, tu vas devoir gérer des locataires. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup?
Tu vois, ça dépend vraiment du degré de risque que tu es prêt à prendre et du degré de problématique que tu es prêt à gérer. Tout le monde a sa propre vie, tout le monde a son vécu, tout le monde a son truc. Exactement. Mais à partir du moment où tu es en bonne santé, tu as les capacités mentales pour le faire. Si tu le fais pas, c'est juste une question d'envie. Ouais. Moi, je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas les phrases quand on veut, on peut, ou des choses comme ça. Mais quoi qu'il en soit, tout est une question de choix au final. Si tu en es là où tu en es, alors c'est peut-être pas ta volonté, je sais pas, admettons, ta vie ne te convient pas, tout va mal et tout machin. C'est parce que tu as envie, t'as pas envie de ça. Mais par contre, les choix que tu as fait dans ta vie t'ont amené à ça. Donc c'est pour ça que moi, ça m'emmène à dire que c'est tout ce que tu fais, c'est dû à tes choix. Par contre, les choix que tu fais ne sont pas irrévocables. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu es dans telle situation qui ne te convient pas, ça ne veut pas dire que toute ta vie ce sera comme ça. Ça sera à toi d'avoir la bonne réflexion, un bon recul sur ce que tu fais et de refaire de nouveaux choix de façon à ce que tu modifies ça. Maintenant, si tu le fais, tant mieux. Si tu le fais pas, c'est ton choix. En fait, c'est une question de choix et de possibilités aussi. Après, tu vois, là-dessus, je veux pas juger parce que des fois, la vie, elle te met des coups sur la tête. Un coup, deux coups, trois coups, et tu as la capacité à pouvoir te relever une fois, deux fois, et puis au bout de la troisième, tu vois, tu commences à être amoché, et au final, au bout d'un moment, bah, tu lâches prise, comme tu dis, c'est une question de choix, mais au bout d'un moment, t'as mal et t'as plus envie de te battre, quoi. Donc les gens baissent les bras et lâchent. Donc sur ça, je veux pas juger, mais comme tu dis, voilà, sur deux personnes qui sont du même endroit, qui ont à peu près le même truc, bien entendu, chacun son vécu, mais tu as la possibilité, effectivement, c'est une question d'envie pour moi. L'investissement immobilier, pour toi, c'est partout? Partout, tu peux investir? Ouais. C'est à toi d'analyser ton marché. Pour moi, il n'y a pas de meilleure région que d'autres. Alors, il y en a qui vont te dire, ah ouais, mais c'est facile en Ile-de-France pour louer. Ok, mais tu achètes plus cher. Peut-être que quand tu achètes en province, tu achètes moins cher. Peut-être que c'est plus compliqué pour louer. Par contre, à toi de voir ton marché, tes opportunités. Moi, j'ai des gens qui ont investi, qui font là l'argent dans des villes où j'aurais pas mis un centime. Ouais. Donc, il n'y a pas de vérité, encore une fois. Je pense que tu peux en parler pendant 10 jours d'affilée. En fait, il y a pas de vérité. Tu as des gens qui te font des trucs. Moi, tu vois, la chance que j'ai eue à la banque, encore une fois, c'est de voir des opérations. Tu te dis, mais comment il a fait? Ouais. Alors, j'ai des gars, ils ont fait des investissements que en province. Alors aujourd'hui, par contre, j'aimerais peut-être pas être à leur place. Je sais pas où, tu vois, les investissements, comment ils ont tourné avec la baisse de l'immobilier, est-ce que ça prend une claque? Mais pendant la période d'exploitation, ils étaient super forts. Ils investissaient que dans les villes avec moins de 3000 habitants. Ah oui, quand même. Donc, tu vois, je sais pas, tu n'as pas de vérité. Tu as des mecs qui ont investi à Paris sur des locaux commerciaux qu'ils ont transformés en Airbnb, qui ont 4 000 € de mensualité de crédit, qui ont 20 000 € de loyer en courte durée. Donc, tu vois le gars, tu as 16 000 € par mois. Bon, après, je te compte pas les charges de copro et tout, mais combien il lui reste? Ouais, j'avoue. Donc, tu vois, ces mecs-là, ils sont devenus riches du jour au lendemain. Enfin, riches, tout dépend encore une fois de ce que j'appelle riche. Mais en tout cas, ils ont de l'argent et ils sont tranquilles. Mais ils ont relevé des problématiques. Comment ils ont fait des logements courte durée sur Paris alors qu'aujourd'hui, c'est compliqué? Ils ont pris des notaires spécialisés, ils ont pu faire des transformations. Tu vois, donc, ils ont réglé des problématiques. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tu veux du cash flow, tu veux de la trésor, tu veux de la rentabilité. Ok, bah, crée quelque chose qui te permet de l'avoir et réponds à des problèmes. Si tu réponds à aucun problème, bah, prends ton truc à 2%, à 3% et tais-toi. Ouais, si on doit conclure, je pense que peu importe la période à laquelle vous allez investir, avec l'immobilier, vous aurez toujours de l'argent, vous constituerez toujours un patrimoine de toute façon. Donc pour moi, c'est toujours la bonne période d'investir et il faut passer à l'action. Plus vous mettez de temps, bah, plus vous en perdez, plus vous perdez de l'argent. Plus vous allez investir, plus vous allez amortir du capital, plus vous allez vous générer de la trésorerie, plus vous allez vous constituer un patrimoine. Et encore une fois, il ne faut pas que ce soit une contrainte. Il faut que ça soit fait parce que vous avez envie de le faire. Sinon, vous ne lancez pas dans l'immobilier. Merci à tous de nous avoir suivis sur cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Mettez-nous un commentaire. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous partager vos questions et on se fera un plaisir d'y répondre. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao Franck, merci. Merci à toi, ciao.